Alors, bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je vais Cette te histoire raconter. Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie, en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 30e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de François. Pendant son cursus en école d'ingénieur, chaque étudiant doit partir 4 mois à l'étranger pour un projet personnel. François, inspiré par l'émission Nu et culotté, décide de faire un voyage en stop à travers l'Europe. Cette aventure pleine de surprises et de rencontres lui donnera l'envie de repartir, mais cette fois-ci de manière indéterminée et à travers le monde. Dans cet épisode, vous découvrirez que l'aventure commence en sortant de chez soi. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de François. Retour à l'instant T. Bonjour François, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Bonjour Lucie. Je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui, tu vas nous parler de voyage, de réflexion sur le monde, sur la vie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant tout ? Merci à toi de m'accueillir dans ce podcast. Moi, je m'appelle François, j'ai 27 ans et j'habite en ce moment à Paris, mais je viens du nord de la France, de Douai, à côté de Lille. Est-ce que pour qu'on commence à connaître un petit peu ton histoire, tu peux nous replonger dans le contexte avant l'instant T ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, l'aventure a commencé ? Yes, carrément. Moi, en fait, j'ai toujours bien aimé un petit peu l'aventure quand j'étais jeune. J'ai été notamment scout, sur lequel on faisait beaucoup de rando, beaucoup de voyages du coup et de marches avec un sac à dos. Ouais, ce qui m'a pas mal appris la débrouillardise et l'aventure. Après ça, du coup, c'était surtout des voyages pendant le scoutisme. Après mon bac, je suis rentré à Lille en école d'ingénieur, où j'ai fait donc l'ICAM à Lille. Et ce qui se passe, c'est que en fait, dans le cursus de mon école d'ingénieur, on a un truc particulier où entre la 3e et la 4e année, l'école nous offre 4 mois pour aller réaliser un projet personnel à l'étranger. Donc le principe, c'est que on a le droit de faire ce qu'on veut. Les seules conditions, c'est que ça soit 4 mois, que ça soit autofinancé, que ça soit à l'étranger, mais sinon, on peut vraiment... c'est juste un projet personnel qu'on crée, qu'on en discute avec les personnes sur place. Mais sinon, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et donc moi, j'avais un peu l'envie de partir un petit peu à l'aventure. J'avais jamais vraiment fait de stop. J'en ai fait un petit peu à droite à gauche, un peu pour me dépanner quand j'avais pas de voiture. Mais j'avais un peu cette envie de faire un voyage en stop. Et on va dire le premier instant T que j'ai vécu, c'était justement une de mes cousines qui m'a parlé de Nu et culotté, qui est une émission de télé. Elle m'a dit faudrait que tu regardes, ça va t'intéresser. Donc pour expliquer ce que c'est que Nu et culotté, donc Nu et culotté, c'est un documentaire qui passe sur France 5, je crois, où c'est 2 Français qui partent à l'aventure. Et le principe, c'est qu'ils partent sans rien, c'est-à-dire sans argent, sans sac à dos et sans vêtements. Ils partent tout nus. Donc au début, ils commencent un petit peu dans la forêt, ils se mettent des branchages pour se couvrir, et puis ils rencontrent des premières personnes, ils leur demandent des vêtements, etc., etc. Et leur objectif de voyage, c'est de faire des choses un petit peu des rêves, assez basiques, mais voilà, par exemple, ça va être aller en Bretagne, rencontrer un druide, ou aller en Belgique, manger du chocolat, aller en Irlande, trouver un trèfle à 4 feuilles. Voilà, des choses très basiques, mais finalement... Dans leur voyage, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment les rencontres, les choses qui se passent, et c'est finalement pas la finalité qui est importante, mais c'est tout ce qu'il y a avant. Et donc, si jamais ça intéresse les auditeurs et les auditrices, c'est disponible sur YouTube. Mais donc, une fois que j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, mais ça a l'air incroyable, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Et donc, moi qui étais parti à la base, du coup, pour faire mon voyage de 4 mois en stop, je me suis dit, allez, je vais passer l'étape dessus et je vais partir sur un voyage de 4 mois sans argent. Donc, je suis pas parti, je suis parti avec des vêtements et avec un sac à dos, pas comme les 2 Nu et culotté. Mais l'idée, c'est que je me suis dit, je vais au début m'entraîner, parce que on peut pas commencer à voyager sans argent du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, essayer de le faire avec le moins d'argent possible. Et donc, je suis parti 4 mois où j'ai fait un tour d'Europe en stop. Donc j'ai commencé à Douai, voilà, tout simplement. Je suis parti chez moi, j'ai fermé la porte, et voilà, c'était assez incroyable. C'est-à-dire qu'on va dire que j'ai passé les 3 premiers mois à
à voyager sans argent, à apprendre aussi à voyager sans argent. En gros, on va dire, il y a 4 principales sources de dépenses dans un voyage. Celle la plus simple à économiser, c'est le transport, parce que en fait, de manière générale, tout le monde peut être, on met son pouce sur le bord de la route, les gens comprennent à peu près partout dans le monde, les gens comprennent qu'on fait du stop et du coup nous prennent. Donc le transport, c'est assez facile à enlever. Le deuxième, le plus facile, c'est le logement. Donc j'avais une tente dans mon sac, mais je dormais aussi beaucoup chez l'habitant. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passait, généralement, quand je faisais du stop vers 16-17 heures, les gens me prenaient, on discutait 10-15 minutes, et du coup, j'expliquais mon voyage, le projet que je voyageais sans argent, et je leur demandais s'ils pouvaient m'accueillir, et naturellement, une fois sur deux, vraiment, les personnes disaient oui. Donc finalement, le plus dur, c'était vraiment plutôt de demander aux personnes si elles étaient prêtes à m'accueillir, mais sinon, ça se passait très bien. J'alternais entre dormir dans ma tente et dormir chez l'habitant. La troisième source de dépenses, qui est ça la plus dure, ça va être tout ce qui est la nourriture, où là, clairement, je mangeais pas 3 repas par jour, mais c'était un peu, je prenais ce que je trouvais. J'allais très régulièrement dans par exemple des restaurants ou des fast-food et demander s'ils n'avaient pas quelque chose qu'ils allaient jeter, ou dans les boulangeries, par exemple, demander s'ils n'avaient pas des restes ou des choses de la veille qu'ils allaient jeter et que je pouvais prendre. Et en fait, assez régulièrement, simplement le fait de demander en disant que j'étais un voyageur qui voyageait sans argent, et très régulièrement, on me donnait quelque chose à manger. J'ai fait aussi pas mal de fois du dumpster diving, donc qui est le fait de récupérer les invendus de supermarché, ou alors simplement, je sais pas, j'allais dans les restos et je mangeais dans les assiettes qui traînaient. Enfin voilà, c'était un peu la débrouille. Donc ça, la nourriture, c'est, on va dire, le plus dur, surtout parce que il faut le faire quand même 2-3 fois par jour, et ça peut être un peu épuisant de le faire de manière répétée, mais voilà, ça se fait aussi bien. Et après, la dernière, on va dire, en voyage, la dernière source de dépenses, ça va être tout ce qui sont les activités touristiques. Et ça, c'est assez facile à éviter parce que on peut tout se faire un peu en mode débrouille, en autonomie. Et finalement, quand on a du temps, on peut les faire par soi-même et pas avoir besoin de passer par des organismes comme ça. J'ai commencé à faire mon voyage sans argent. Donc le premier mois, je suis allé en Italie et en Slovénie, où j'ai fait aussi un volontariat où je travaillais dans une ferme. Le deuxième mois, je suis allé dans les pays des Balkans, où là, du coup, j'ai un peu plus dépensé parce que c'était le début, et puis c'était dans les pays des Balkans en juillet, donc je faisais un peu la fête, donc je dépensais un peu d'argent. Le troisième mois, je suis remonté du coup j'ai fait Pologne, Lituanie, Lettonie, où là-bas, pareil, je me suis arrêté, où j'ai fait un workaway en rénovant un appartement. Et du coup, au bout des 3 mois, c'était le temps de me mettre en route, et j'étais assez à l'aise, je savais comment faire pour voyager sans argent. Je me suis dit, là, c'est le moment, c'est parti, je suis prêt, je sais comment faire, et j'aimerais bien passer le dernier mois vraiment en full sans argent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement mis ma carte bancaire dans une lettre, et je l'ai renvoyée par la poste en France. J'ai passé le dernier mois vraiment sans aucun moyen de pouvoir dépenser quoi que ce soit. Dans ces derniers mois, j'ai notamment, j'étais en Estonie, où j'ai du coup traversé la mer jusqu'en Finlande, et je suis allé jusqu'au nord, au-delà du cercle polaire, jusqu'à la ville la plus au nord du monde, qui s'appelle Hammerfest. Voilà, c'était vraiment assez magique ce dernier mois, parce que paradoxalement, c'était le moment où je me sentais le plus libre, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir le choix de pouvoir dépenser. C'était là où je me sentais le plus libre, et j'ai vécu des choses que jamais j'aurais pu vivre si j'avais en fait eu l'argent. Enfin, je pense notamment à une famille qui avait un genre de chalet au plein milieu de la Laponie, et qui m'ont accueilli chez eux pendant 5 jours. C'était en Finlande, où ils avaient vraiment un chalet qu'ils étaient en train de construire, donc ils vivaient dans une caravane. Par contre, ils avaient bien un truc qui était prêt, ils avaient un sauna, du coup, où on pouvait aller dedans. J'ai aussi vu les aurores boréales, du coup, au-delà du cercle polaire. J'ai pu, dans des randonnées que j'ai faites, trouver des bois de rennes, les rennes un peu comme le Père Noël, que j'ai pu ramener à la maison. Et aussi, arrivé à Hammerfest, du coup la ville la plus au nord, je me suis dit c'est cool, mais j'étais partant pour essayer de tenter d'autres moyens de transport, etc., pour rentrer. Un peu par chance, pareil, j'étais là, je regardais, il y avait un port avec des bateaux, et je voyais un bateau qui était sur le point de partir. Donc j'ai couru un petit peu jusqu'au bateau, le mec était en train de partir. Je fais écoutez, est-ce que je peux venir avec vous? Il fait mais vous allez où? Je fais je m'en fous, juste est-ce que je peux venir avec vous? Du coup le mec a accepté, et je suis parti avec lui sur une petite île un peu plus loin, du coup, en faisant du bateau stop, une petite île un peu plus au nord, et pareil, c'était assez incroyable, un endroit vraiment où il y avait il y avait personne, il y avait juste son bateau qui était là, absolument personne sur l'île, et où j'ai pu dormir du coup dans un petit chalet à regarder les aurores boréales. C'était assez magique.
ce que ça m'a surtout appris, le fait de voyager sans argent. En fait, on le voit vraiment dans les documentaires de Nu et culotté, mais le fait de le vivre en vrai, c'est encore plus intense. C'est vraiment que, en fait, il y a un peu de la générosité partout. Et le plus dur, ça va être de demander. C'est-à-dire, je dirais, de se mettre en position de vulnérabilité et d'oser, par exemple, aller toquer à la porte des gens et dire écoutez, moi, j'ai nulle part pour dormir ce soir, est-ce que vous pouvez m'accueillir? Et je pense qu'on ne nous apprend pas assez à nous rendre vulnérables un peu direct face aux autres. Et du coup, ça, c'est un point, je pense, qui est difficile. Mais en fait, finalement, moi, au fur et à mesure, je me rendais compte que j'étais hyper mal à l'aise au début. Et qu'à la fin, en fait, quand je me mettais dans cette position de vulnérabilité face à d'autres personnes, elles étaient hyper réceptives et elles voulaient vraiment aider énormément. Et en fait, c'est que de la même manière, je me sentais pas vraiment. Ce qu'on peut se dire, c'est que est-ce que c'est pas abuser la générosité des gens? Et finalement, en fait, on se rend compte que ces personnes, en fait, on leur fait limite plus plaisir qu'à nous. Enfin, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, pour elles, on leur apporte le voyage chez eux, quoi. Je pense que c'est des personnes qui aiment l'esprit d'aventure aussi, qui aiment ce genre de choses. Et finalement, on leur permet aussi d'apporter un peu d'aventure dans leur quotidien. Et par rapport à ça, j'ai vraiment ressenti des personnes qui étaient hyper enthousiastes à l'idée d'aider. Et vraiment, je pense que en fait, ce moment que j'ai passé avec eux, sûrement que pour ces personnes, ça va rester un souvenir qu'elles vont avoir pendant des années. Voilà, c'était vraiment un plaisir partagé. Enfin, pour ces personnes, en tout cas, le fait de donner, c'était vraiment un plaisir. Et je trouvais ça assez magique de vivre ces moments. Mais les points négatifs, c'est que ça peut être c'est très intense émotionnellement et du coup très épuisant aussi émotionnellement, le fait de toujours faire des rencontres un petit peu. Des rencontres qui sont aussi éphémères, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Inconvénient, on a tendance un peu à parler, à raconter toujours la même partie de sa vie. Mais par contre, j'ai eu des discussions avec des personnes comme ça que j'ai jamais eu, par exemple, avec des potes de nombreuses années, des fois des discussions hyper intenses avec des inconnus. Et c'est aussi ça qui est super beau dans les rencontres qu'on a de manière éphémère, où on sait que ça va pas durer dans le temps et que ça va durer quelques heures, un jour ou plus, quoi. Et donc voilà, plein de choses que je n'aurais jamais vécues si je n'avais pas voyagé sans argent. Et après, du coup, je suis rentré en France et j'ai fini mon voyage de super belle manière, parce que du coup, un peu par hasard aussi, j'avais vu sur Facebook que l'un des deux voyageurs de Nu et culotté, qui s'appelle Moutz, tenait une conférence un peu au milieu de la France. Et du coup, j'ai fini mon voyage en le rencontrant et en lui disant écoute, salut, c'est moi. Ça fait 4 mois que je voyage sans argent, un petit peu grâce à toi, parce que tu m'as inspiré. Et du coup, on a pu échanger, etc. Et on a fini du coup par dormir à deux dans une maison à côté. Et il m'a repris le lendemain en stop. C'était un peu la consécration de mon voyage. Waouh, ok, c'est incroyable déjà comme première histoire. Et déjà, ça, c'est le contexte. Du coup, c'est même pas l'instant T dont tu vas nous parler. C'est ça, c'est un peu le contexte. Non, mais déjà, quelle introduction. Je trouve que ça fait rêver et on se demande du coup ce qu'il a pu t'arriver d'encore plus fou. Mais du coup, c'est à venir. Et donc là, à ce moment-là, tu reprends tes études, c'est ça ? C'est ça. Effectivement, je m'étais posé la question de rester, mais bon, c'était pas très sérieux. J'ai fini mes études, mais toujours avec l'idée en tête que j'avais adoré ce voyage. Je me suis dit, mais en fait, je finis mes études et j'ai envie de repartir parce que c'est vraiment... j'avais adoré ça, quoi. Donc, pendant mes 2 dernières années d'études, j'ai un peu potassé le projet pour savoir si je voulais faire la même chose, voyager sans argent ou non. Mais l'idée, c'était, je repars. Le voyage que j'ai fait à la fin de mes études, du coup, j'ai pas décidé de le refaire sans argent, parce que c'est quand même assez épuisant. En fait, je dirais que le plus dur pour moi, ça a été vraiment le sommeil, dans le sens où, par exemple, quand on est accueilli chez des gens, ils sont hyper enthousiastes de nous recevoir et c'est hyper génial, de faire des rencontres tous les jours, c'est hyper intense. Et du coup, en fait, par exemple, on va, je sais pas moi, passer une soirée avec des gens, puis se coucher un peu tard, et le lendemain, faut partir avant qu'ils partent au boulot, parce que eux ont leur vie normale. Et c'est un peu ça tous les jours, avec des rencontres hyper intenses. Et du coup, je dirais que le plus dur, c'était de trouver du temps un peu tout seul, ou de dormir. Donc ça, pour moi, c'était le plus dur. Et donc j'étais un peu content d'avoir ma tente, parce que ça me permettait quelques nuits de temps en temps de dormir dans ma tente et de me reposer pour être en forme pour les jours d'après. Et aussi, la deuxième raison, c'était que, notamment pendant mon voyage, j'étais dans certains pays assez pauvres, notamment c'était au Kosovo, où c'était assez dur, et je me sentais hyper mal à l'aise, en fait, de demander à des gens où, certes, j'avais un projet de voyage sans argent, mais bon, c'était un peu difficile à faire entendre quand on est quelqu'un qui voyage, un homme blanc,
qui voyagent dans des pays comme ça et qui se disent je vois change d'argent, c'est incompréhensible pour eux, quoi. Donc j'étais un peu mal à l'aise avec cette idée-là. Et donc je me suis dit, je vais garder l'idée de voyage en stop, parce que voilà, c'était vraiment le truc que j'avais kiffé, le voyage en stop. Je me suis dit, je vais essayer de faire un voyage, je vais essayer de faire le tour du monde en stop, donc vraiment faire le tour du globe en traversant les océans en stop, parce que j'avais déjà tenté très rapidement le bateau stop, mais je me suis dit, allez, tentons la traversée atlantique en relief, voire plus là-dessus. Donc du coup, j'ai pas mal préparé ce voyage, notamment sur le matériel, où encore une fois, sur ce deuxième voyage, je ne suis pas parti tout nu, je suis bien parti avec un sac à dos, mais j'avais vraiment anticipé pour partir le plus minimaliste possible, c'est-à-dire que je suis parti avec un sac à dos de 40 litres, ce qui est très très petit, avec, j'avais un hamac, j'avais par exemple 3 caleçons, 3 paires de chaussettes, 2 t-shirts, une chemise, 2 pantalons qui se convertissaient en short, un kawaii, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment, j'étais en mode, je voulais limite que je puisse passer dans la rue complètement inaperçu et qu'on se dise pas que je suis un voyageur avec un énorme sac à dos, que je puisse me faufiler partout, surtout quand on fait du stop, c'est très pratique d'avoir un petit sac. Voilà, enfin, je pense que de manière générale, le voyage le voyage et l'aventure m'a aussi énormément appris le minimalisme, parce que quand tu as un sac à dos qui est tout le temps sur toi, tu fais attention. Donc j'avais aussi pas mal acheté de matériel, j'avais regardé les vaccins, enfin ce genre de choses, des détails, mais du coup, j'étais quand même bien préparé. Et j'étais prêt, on va dire, à faire ce voyage avec l'idée de faire le tour du monde en stop. Je suis parti en octobre 2018, juste après mes études, le 10 octobre 2018 exactement. Et voilà, c'est un peu de la même manière, c'était paradoxal, mais je suis juste sorti en ouvrant la porte, fermant chez moi, et c'était en mode ça y est, je suis parti. C'était un peu bizarre. Et donc j'ai commencé en partant de Douai, donc je suis parti en autostop jusqu'au sud de l'Espagne, jusqu'à Gibraltar. J'ai mis 3 jours. Je crois que le premier jour, j'ai fait un Douai-Bordeaux. Le second jour, j'ai fait Bordeaux-Madrid. Et troisième jour, Madrid-Gibraltar. Ça se fait assez vite. Parce que l'idée, c'était que pour traverser l'Atlantique, il y a un peu des saisons pour passer. Enfin, j'avais lu ça sur Internet. Et du coup, je voulais pas louper la saison et partir le plus vite possible en essayant de trouver un bateau pour traverser. Donc, il y a pas mal de manières de faire du bateau stop, mais moi, je voulais vraiment la vivre de la manière la plus aventure possible. C'est-à-dire que je suis littéralement arrivé au port et je suis allé demander au bateau un à un s'il partait, s'il traversait l'Atlantique. Très rapidement, j'ai trouvé un bateau qui allait jusqu'aux îles Canaries. Et en discutant, ils ont été d'accord pour me prendre. Donc en fait, le lendemain, je suis parti du coup sur ce bateau où on a navigué ensemble 5 jours jusqu'aux Canaries. Je m'étais renseigné un petit peu sur d'autres personnes qui avaient fait du bateau stop en ligne, mais j'avais jamais fait de voile de ma vie. Donc en fait, c'était aussi l'occasion d'apprendre sur le tas, quoi. J'ai pris ce premier bateau qui était un catamaran où en 5 jours à peu près, on est arrivé jusqu'aux îles Canaries. Aux îles Canaries, ensuite, donc eux, ils s'arrêtaient là. Donc moi, j'ai changé de bateau. Là, pareil, j'ai essayé différentes manières pour en trouver un nouveau. J'avais notamment imprimé des affiches avec ma tête et mon numéro de téléphone que j'avais placardé un peu partout dans les toilettes des ports, etc., etc. Et rapidement aussi, 5 jours plus tard, j'ai trouvé quelqu'un, du coup, un Polonais, qui allait traverser l'Atlantique. Et il était tout seul sur son bateau et il hésitait justement à prendre d'autres équipages avec lui. Donc on a discuté, le feeling a bien marché, on s'est dit ok, on va partir ensemble. Il faut savoir que c'est un truc qui se fait assez bien de faire du bateau stop, c'est-à-dire en fait, quand on est sur un bateau, on a toujours un peu besoin de main d'œuvre pour faire ses quarts, pour faire à manger, enfin pour vivre la vie sur le bateau. Et du coup, c'est assez fréquent que des capitaines de bateau prennent des passagers en plus. Par contre, ce qui n'était pas évident pour eux, c'était d'accepter quelqu'un comme moi qui n'avait jamais fait de voile. Mais je dirais que même sans savoir de voile, on peut quand même être utile parce que typiquement, quand il faut faire ses quarts la nuit, donc il faut rester éveillé du coup et juste s'assurer que le bateau va bien. La seule contrainte, c'est juste de s'assurer que tout va bien et s'il y a un problème, on réveille le capitaine et lui s'en occupe. Et donc, on est parti à 2 des Canaries. Alors, c'était assez spartiate les conditions parce que du coup, on était sur un bateau qui faisait 9 mètres de long. On était 2 dessus. Enfin 9 mètres de long en plus, la cabine avant pouvait pas accueillir du monde parce que c'est trop bruyant quand on navigue. Et donc en fait littéralement lui dormait sur le canapé et moi je dormais dans ce qu'on appelle une niche qui est un petit truc juste à côté. Donc on dormait à 1 mètre d'écart à peu près. Donc niveau intimité c'était assez fou. Sachant que je connaissais pas du tout lui et moi, enfin on s'était parlé quelques heures mais il était d'accord de m'avoir pris. Comment est-ce que en justement rencontrant quelqu'un seulement quelques heures, on sait que c'est une personne avec qui on peut vivre les 3 prochaines semaines? Je dirais qu'on sait pas. C'est un peu ça. Moi, j'étais prêt à tout pour traverser. Donc, je dirais que le plus dur, ça a été pour lui, parce qu'en tant que capitaine de bateau, il est responsable de moi.
et que surtout, encore je le répète, mais sans expérience, il est encore plus responsable de moi. Donc c'était plutôt à lui que je poserais la question, mais pourquoi tu étais aussi fou de prendre quelqu'un que tu ne connaissais pas sur ton bateau? Mais c'était le risque à prendre. Mais toi, t'avais aucune crainte? Non. Enfin, j'ai vraiment ce côté un peu adaptable, et du coup, je me suis dit, voilà, je vais m'adapter à ce truc. Je suis habitué aux différences culturelles, donc je me suis dit, je m'adapterai à son mode de vie, quoi. Et on s'était aussi dit, c'est que donc on allait naviguer ensemble jusqu'au Cap-Vert, qui est à peu près 10 jours de voile, et si ça se passe bien, on passerait du Cap-Vert en Martinique. Donc on avait un peu ce test d'une dizaine de jours. Donc on est parti jusqu'au Cap-Vert, 10 jours de voile. Ça s'est bien passé. Du coup, au Cap-Vert, on a fait quelques réparations sur le bateau, et on est reparti ensuite du Cap-Vert. Et là, du Cap-Vert, c'était 3 semaines pour arriver jusqu'en Martinique, donc 3 semaines sans terre. C'est une expérience assez incroyable, dans le sens où, en fait, ce que je dis souvent quand je raconte mon histoire, c'est que j'ai véritablement découvert l'ennui. Et que je pense que dans la vie de tous les jours, on n'a pas la chance de s'ennuyer. On a un peu perdu cette chance-là parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Dès qu'on s'ennuie, justement, on sort son téléphone, on fait autre chose. Et là, le fait d'être sur un petit bout de bateau très petit où il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'internet, enfin vraiment, il n'y a rien à faire. Juste on se plaît à être dehors, à regarder les oiseaux, on passe beaucoup de temps à réfléchir sur toute sa vie. Le soir, du coup, quand on fait ses quarts, on se met dehors et on peut regarder le ciel étoilé qui est... c'est parmi les ciels étoilés les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie. Enfin, il y a tellement aucune pollution lumineuse que c'est juste magnifique. On voit la Voie lactée de manière absolument incroyable. Et donc vraiment, c'est ça, on découvre l'ennui. Et c'était une expérience assez troublante aussi de se retrouver autant confronté avec ses propres pensées, du coup, pendant 3 semaines, parce qu'on a beaucoup le temps de réfléchir. Et voilà, ça permet de faire pas mal d'introspection. C'était assez intense et hyper cool. Et donc, une fois arrivé en Martinique, après, du coup, 3 semaines sans interruption, pareil, c'était un peu bizarre. Le fait de revenir sur Terre, on se rendait pas compte, il y avait des gens, on leur parlait. C'était assez étrange. La suite de mon voyage, c'est que j'ai passé à peu près 4-5 mois dans les Caraïbes. Parce qu'en fait, il y a une question de saison quand on fait la traversée. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire entre septembre et janvier, en fait, les personnes traversent l'Atlantique parce que c'est là où il y a les alizés et où le vent est le meilleur pour traverser. Ensuite, généralement, de janvier à juin à peu près, en fait, les personnes restent dans les Caraïbes parce que c'est la meilleure saison pour y être. Et à partir de avril, mai, juin, c'est là où les personnes qui ont des bateaux partent des Caraïbes parce que c'est la saison des ouragans et personne ne veut laisser son bateau dans les Caraïbes pendant la saison des ouragans. On va dire entre janvier et avril-mai, il se passe à peu près rien. Enfin, c'est-à-dire il se passe rien, c'est-à-dire que tous les bateaux qui sont dans les Caraïbes, en fait, juste se baladent dans les Caraïbes et profitent de l'endroit. Donc, en fait, c'est un peu 4 mois que j'ai passé dans les Caraïbes où j'avais pas le choix, mais enfin, j'arrivais pas à trouver de bateau pour continuer soit vers l'Amérique centrale, soit vers l'Amérique du Sud. Mais du coup, j'en ai profité pour visiter énormément. Enfin, j'ai vraiment visité les Caraïbes d'est en ouest, du nord au sud. Je suis allé notamment j'ai pu aller à Cuba, par exemple, et vivre la vie là-bas qui est assez originale à Cuba. J'ai pu aller à Haïti aussi, un pays assez dépaysant, où je m'attendais pas à... Enfin, je connaissais de nom le pays, mais sans plus. Et du coup, le fait de se retrouver quand même dans une extrême pauvreté à Haïti, c'était assez fou. Donc, je continue à me faire héberger chez l'habitant assez régulièrement. Enfin, même du coup, je me dis que j'avais l'argent, mais je continue quand même à me faire héberger chez l'habitant parce que c'est quand même quelque chose de super enrichissant de pouvoir discuter avec des personnes et d'être accueilli chez eux. Enfin, c'est un peu la meilleure manière de découvrir la culture. Enfin, ouais, j'ai vraiment eu un choc où la première fois, donc je rencontre quelqu'un dans la rue, on parle 5 minutes, et au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que tu peux m'accueillir? Il dit, ok. Et du coup, on va chez lui. J'étais un peu transpirant parce qu'on était monté chez lui. Il dit, est-ce que tu veux prendre une douche? Ok, carrément et tout. Et du coup, il commence du coup, je m'attendais à aller prendre une douche, quoi. Je m'attendais à rien, quoi. Et du coup, il était allé, il a sorti clairement, il n'avait pas d'eau potable. Du coup, il a été sortir l'eau d'un puits pour se mettre, pour me doucher. Et en fait, je me rendais compte, du coup, j'ai fait 5-6 jours à Haïti et j'ai été hébergé chez 4 personnes différentes. Et aucune de ces 4 personnes n'avait l'eau potable ou l'électricité, quoi. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait une personne qui était un petit peu mieux que les autres. Il avait des lampes rechargeables, typiquement, ce qui faisait qu'il pouvait avoir la lumière la nuit. Et une autre personne qui était
je crois qu'il était médecin, du coup il était un peu plus riche, et là, lui il pouvait avoir un groupe électrogène, sinon personne n'avait l'eau courante ou l'électricité. Ouais, c'était un peu un choc, très dépaysant de découvrir une culture comme ça. Tu te déplaces déjà d'île en île en faisant du bateau stop aussi. Première question. Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu rencontres du coup les gens chez qui tu dors? Oui, je me baladais de bateau pour aller d'île en île, voilà, je fais du bateau stop. D'une île à une autre, les distances sont assez courtes et donc on peut le faire relativement facilement. Enfin, court, ça reste quand même 3-4 jours de bateau, mais c'est assez court. Pour rencontrer les gens chez lesquels je dors, j'ai testé plein de manières différentes, mais là, par exemple, dans l'exemple à Haïti, c'est souvent que, étant blanc à Haïti, tout le monde me parlait, tout le monde venait me parler. Et après 5-10 minutes de conversation, je racontais ma vie, je disais est-ce que je cherche un endroit pour dormir ce soir, est-ce que tu peux m'accueillir et tout ça. Et encore une fois, régulièrement, les gens disaient oui, il n'y a pas de problème. Et vraiment, ils déballaient tout ce qu'ils avaient pour les accueillir. Ils étaient hyper contents de m'accueillir. C'était vraiment assez incroyable, quoi. Tu connais J'irai dormir chez vous? Ouais, je connais. J'ai regardé un peu d'épisodes. Je trouve ça aussi très sympa comme concept. Voilà. J'irai dormir chez vous et nu culotté, c'est un peu ce que tu faisais, quoi. Ouais, c'est un peu ça, clairement. J'ai déjà fait du porte-à-porte aussi pour demander, ça marche un peu. Il y a pas mal de manières différentes. Et finalement, c'est ça aussi. Finalement, j'utilisais très peu Couchsurfing, qui est un moyen très bien pour un peu plus de sûreté, on va dire, parce qu'on sait que quelqu'un va nous accueillir, on sait qu'on va dormir quelque part. Moi, j'avais toujours cette option bis, le fait d'avoir donc j'avais pas de tente à ce moment-là, j'avais un hamac. Mais dans les Caraïbes, il fait assez bon donc pouvoir dormir en hamac partout. Et donc j'avais toujours ce plan B où je me disais si je trouve personne, je dormais en hamac, quoi. Et là-dessus, j'ai pas de problème. Mais sinon, je trouvais assez régulièrement des gens qui peuvent m'accueillir. Dans les autres anecdotes marrantes, j'ai réussi assez paradoxalement à Cuba à faire du cheval stop. C'était fou, en fait, là-bas, il y en a qui ont des chevaux en moyen de transport. Et une fois, je marchais et quelqu'un qui arrivait en cheval derrière moi. Je fais est-ce que je peux venir avec toi? Et du coup, il me dit oui. Et du coup, je suis monté avec lui sur son cheval. Donc, j'ai pu faire du cheval stop. C'était assez drôle. Je suis resté après 4-5 mois dans les Caraïbes. Et notamment, je suis resté du coup... parce que aussi, pour trouver un bateau, c'est beaucoup plus long que pour trouver une voiture. Parce que c'est beaucoup plus engageant pour moi, mais aussi pour le capitaine. Parce que généralement, on reste plusieurs jours, plusieurs semaines sur un bateau, voilà, tout le monde n'accepte pas de prendre quelqu'un. Et donc du coup, ça peut se compter en jours, en semaines ou en mois pour attendre. Et j'ai notamment passé 1 mois en Martinique et 1 mois à Grenade à attendre des bateaux. Le mois en Martinique était particulièrement incroyable. Donc comme je disais, le bateau stop, c'est un truc qui se fait assez fréquemment. Et il y a malgré tout une grande communauté de bateaux stoppeurs. Par exemple, si on va en haute saison dans les îles Canaries, si on va dans le plus grand port des îles Canaries, sur l'île de Grande Canaria, il peut y avoir entre 80 et 100 bateaux stoppeurs qui attendent de traverser l'Atlantique, quoi. Donc c'est quand même assez énorme. Et du coup, en fait, en Martinique, il y a un port qui est c'est le plus grand port des Caraïbes. Donc naturellement, s'il y a beaucoup de bateaux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bateaux stoppeurs. On avait un petit groupe de bateaux stoppeurs là-bas où en fait, on s'était un peu fait un petit camp, c'est-à-dire qu'à 10 minutes à pied du port, on avait trouvé une forêt. Donc on s'était installé là, tous en hamac, en tente, etc. Et en fait, on vivait sur place, on avait notre petite vie. C'était vraiment une vie un peu hors du temps, c'est-à-dire que on dormait du coup tous en hamac et en tente. Pour manger, on allait tous récupérer les invendus d'un supermarché qui était pas loin. Et du coup, en fait, on vivait un peu comme ça, la petite vie au jour le jour, gratuitement, du coup, en se nourrissant gratuitement. Et le fait d'être... parce qu'un mois à attendre tout seul, ça aurait pu être dur, mais là, le fait d'être tous ensemble, c'était vraiment une expérience unique. Où finalement, s'entraider, même si, entre guillemets, on pourrait dire qu'il y a de la compétition, parce qu'on est tous à la recherche d'un bateau pour sortir, finalement, on s'entendait tous bien, il y avait une super bienveillance là-dessus. Et donc après un mois d'attente, notamment dans les Martiniques, j'ai trouvé un autre bateau qui a navigué jusqu'à Grenade. Et après, de Grenade, j'ai attendu un autre mois, parce qu'à ce moment-là, du coup, je voyageais avec une amie que j'avais rencontrée sur la route. Parce que assez régulièrement, c'est vrai ça, assez régulièrement, je rencontrais des gens et en fait, je partageais des moments de voyage avec plusieurs personnes, en fait, des personnes des fois que j'ai rencontrées à plusieurs reprises au cours de mon voyage. Et du coup, là, entre autres, j'étais avec une autre bateau stoppeuse, on a été deux à être pris sur un bateau et du coup, on a vécu à deux 1 mois à Grenade avant de trouver notre prochain bateau. Et là, on avait rencontré 2 personnes qui avaient un bateau sur le port, en fait, et ces personnes allaient partir. Et du coup, ils ont dit allez-y, si vous voulez, vous pouvez dormir sur notre bateau, il n'y a pas de souci. Et du coup, on a littéralement eu le logement pendant 1 mois à Grenade, où on avait notre petit bateau, notre chez nous, quoi. C'était assez génial. Et donc, après 1 mois, on a trouvé un autre bateau, cette fois-ci, du coup, de Grenade, qui était aussi assez folklorique. Le capitaine du bateau, c'était quelqu'un qui venait un Irlandais. Et en fait, donc dans son travail, c'était le capitaine du 2e plus grand méga yacht du monde pour la famille royale d'Arabie Saoudite.
Et dans son temps libre, en fait, il avait un voilier et il s'amusait à naviguer avec. Sauf qu'en fait, il aimait être sur un voilier, mais il savait pas naviguer. Du coup, en fait, il demandait à des gens de venir naviguer son bateau, quoi. Et juste, il était dessus et on était un peu son équipage. Et voilà, ça lui faisait plaisir d'aider des gens, en plus des bateaux stoppeurs. C'était voilà, assez lunaire de rencontrer des gens comme ça, mais finalement, c'est plein de petites rencontres comme ça, au fur et à mesure. De Grenade, on est arrivé jusqu'en Colombie, en Amérique du Sud, où je suis arrivé, ouais, c'est ça. Donc, à peu près 7 mois de voyage. Donc, ça faisait 7 mois que j'étais parti de France. Du coup, je suis arrivé en Colombie. Et donc, une fois arrivé en Amérique du Sud, en Colombie, c'était marrant parce qu'on passait d'un moment où c'était des toutes petites îles et passer de bateau en bateau, c'était hyper dur de bouger d'une île à l'autre. Et là, j'arrivais littéralement sur un continent immense avec tellement de possibilités qui s'offrent à moi. Et du coup, là, j'étais en mode, je peux tout faire. Du coup, j'ai passé 3 mois en Colombie, vraiment un pays incroyable où j'alternais en fait, tout le voyage que j'ai fait en Amérique du Sud, du coup, j'alternais entre découverte un peu de ville et visite un peu là-dessus. Pas mal aussi de randonnées, j'ai fait énormément de randonnées et de trek en Amérique du Sud. Et aussi, j'alternais avec des moments du coup où je bougeais, je faisais des choses, et un peu des moments où je faisais des volontariats dans des auberges de jeunesse notamment, un peu pour dire de se poser pendant 1, 2, 3 semaines et pouvoir se reposer, ce genre de choses. Mais je trouvais ça pas mal d'alterner un petit peu entre moments intenses de voyage et moments un peu chill dans des auberges afin de pouvoir recharger ses batteries. Donc en Colombie, vraiment un pays avec une culture incroyable et des gens hyper accueillants, où entre autres j'ai fait pas mal de salsa. Je suis aussi arrivé en Amérique du Sud sans savoir parler espagnol, donc j'ai appris l'espagnol sur le tas. Et là-dessus, le fait de voyager tout seul et en stop, c'est vraiment un énorme avantage, dans le sens où techniquement je voyageais tout seul, mais en fait j'étais véritablement jamais tout seul. En fait, j'étais toujours avec des gens différents, des fois avec des locaux, des fois avec des voyageurs et des voyageuses, mais j'étais toujours avec des personnes. Et le fait de faire du stop, c'est absolument incroyable quand on voyage tout seul, parce que ça fait qu'en fait moi ça me forçait à devoir parler avec des locaux. Donc déjà c'est incroyable pour rencontrer le pays et la culture locale, et aussi que ne connaissant pas l'espagnol, du coup j'étais obligé de devoir me débrouiller à parler espagnol, parce que souvent les gens parlaient pas anglais. Et donc assez rapidement j'arrivais à me débrouiller, et puis au fur et à mesure, au bout de quelques mois, j'arrivais à avoir un espagnol assez fluide. Donc ouais, la Colombie, j'ai passé 3 mois là-bas. J'ai fait vraiment le max du visa que je pouvais avant de devoir partir, avant du coup de descendre jusqu'en Équateur. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai passé à peu près 1 mois et demi dans ce pays, où là il y a notamment, donc ça faisait quasiment 9 mois de voyage, quasiment 1 an de voyage, un peu moins. Où il y a ma famille qui m'a rejoint, et du coup c'était aussi de passer du temps avec ma famille et de les voir. Donc je devais me poser la question de quelle était la suite que je voulais donner à mon voyage. Donc le projet de base qui était de faire le tour du monde en bateau, ça voulait dire qu'en fait concrètement j'aurais dû partir à peu près d'Équateur et de continuer à traverser le Pacifique dans l'autre sens. Pour une question de marée, de vent et d'alizé, tout ça, je suis quasiment obligé... on est obligé de passer par le Pacifique et on peut pas vraiment passer par l'Amérique du Nord. Et en fait, on se rend pas bien compte de l'énormité du Pacifique, parce que souvent les cartes elles sont centrées autour de l'Atlantique, mais le Pacifique c'est vraiment immense. C'est-à-dire que le Pacifique, ça doit être entre 3 à 4 fois l'Atlantique, avec beaucoup moins d'îles, parce que c'est vraiment des toutes petites îles au milieu de rien. Et je crois que typiquement, la plupart des gens qui pour le Pacifique, ils partent du Panama. Et vraiment, si on regarde d'un opposé à l'autre du globe, le Panama, l'opposé, c'est l'endroit où on rejoint la Terre, le continent à nouveau en Asie, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on doit quasiment traverser plus de la moitié du globe, parce qu'en plus, on n'est pas en ligne droite. Et les personnes qui font ça, c'est un voyage d'une vie, quoi. C'est-à-dire que autant l'Atlantique, ça se fait... Je vais caricaturer, mais ça se fait assez facilement. C'est que 3 semaines. Je mets des guillemets sur 3 semaines, même si c'est très long. Mais le Pacifique, on parle de au moins entre 4 et 6 mois de voyage. Et surtout que les personnes qui font ça, comme c'est le voyage d'une vie, ils vont pas le faire d'une ligne droite, quoi, en fait. Ils vont prendre le temps aussi d'aller sur les îles, de visiter, de profiter, etc. Et donc, si je m'engageais là-dedans, ça voulait dire de partir sur, je pense, à minimum entre 6 mois et 1 an sur un bateau. Donc, ça aurait été une aventure incroyable. Je pense que ça peut être un projet... oufissime, mais moi je me sentais pas je voulais un peu voir autre chose qu'un bateau et je voulais vivre autre chose. Donc je me suis dit, donc là c'est là où j'ai repensé mon projet, et je me suis dit que je n'allais pas faire le tour du monde, la circonférence du globe, mais j'allais plus ou moins essayer de repartir dans l'autre sens et peut-être trouver un bateau après du Brésil pour repartir vers l'Afrique et après remonter par l'Afrique. C'est ce que je me suis dit. J'ai continué en Équateur en redescendant, en continuant à descendre en fait. Là, j'ai notamment, je suis passé d'Équateur au Pérou de manière assez originale, où en fait, je suis passé par l'Amazonie.
En fait, on peut descendre le fleuve de l'Amazonie en voyageant sur des bateaux qui sont des genres de... En fait, les locaux le prennent assez souvent, et c'est tout simplement, c'est des bateaux où tu descends pendant 5 jours la rivière amazonienne, et tu dors en hamac sur le bateau, tout simplement, et voilà. Et c'est encore une fois une expérience assez unique d'être juste là, et c'est tout calme, en fait. T'es là, et pendant 5 jours, en fait, tu vois l'Amazonie qui passe sous tes yeux. C'était une expérience assez unique. Et au bout de 3-4 jours, enfin au bout de 3, 4 ou 5 jours, je sais plus exactement, je suis arrivé du coup à la ville d'Iquitos, qui est une ville en plein milieu de l'Amazonie, qui est la plus grande ville au monde qui n'est pas accessible par voie terrestre. C'est-à-dire que en fait, pour arriver à Iquitos, on est obligé de soit prendre le bateau, soit prendre l'avion. Il n'y a pas de route pour arriver parce que c'est vraiment dans l'Amazonie. Et d'Iquitos, ensuite, je suis reparti au Pérou, pareil, en prenant un bateau qui paraît durer 5 jours au travers de l'Amazonie. Donc ça m'a permis aussi un peu de découvrir la partie jungle. Et justement, attends, je suis curieuse, ça ressemble à quoi une ville qui est inaccessible par voie terrestre ça donne quoi finalement quand tu arrives dans cette grande ville? En fait, étrangement, c'est une ville un peu comme toutes les autres villes d'Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'il y a des voitures et des tuk-tuk et des taxis là-bas, quoi. Donc ouais, finalement, c'est pas très différent. C'est simplement qu'on est obligé de prendre un avion ou un bateau pour y arriver. Et du coup, ça paraît assez paradoxal parce qu'en fait, tu vois, vraiment, on passe 5 jours sur un bateau en se disant, voilà, on va atterrir sur une ville en plein milieu de la jungle. Et en fait, on arrive là-bas et on n'est pas tant dépaysé que ça. C'est assez original. Ah, j'ai aussi l'occasion de faire les rituels de l'ayahuasca aussi dans la jungle au Pérou qui était assez intéressant aussi. Tu veux nous raconter ton trip? Ouais, finalement, il s'est pas passé grand-chose. C'était plus pour l'expérience avec le chaman et tout ça que c'était intéressant, mais moi, j'ai pas eu non plus... j'ai entendu d'autres voyageurs qui ont eu des hallucinations énormes et des trucs de ouf, mais moi, c'était assez basique. Et donc après, j'ai passé 3 mois au Pérou. Donc là, les 3 mois au Pérou, c'était beaucoup axé sur énormément de randonnées, parce que le Pérou, c'est vraiment un des pays les plus incroyables pour faire des randonnées. Beaucoup de ruines, donc des ruines incas dans tous les sens. J'ai passé aussi énormément de temps du côté de Cusco, passé quasiment 1 mois et demi là-bas, à vraiment faire toutes les randonnées possibles et imaginables dans le coin. À visiter toutes les ruines possibles qu'il y a dans le coin. C'était beaucoup de culture, une nourriture incroyable aussi au Pérou. Donc les 3 mois au Pérou, et là du coup en fait concrètement je descendais les Andes, hein. Donc là on montait de plus en plus en altitude, et les randonnées que je faisais c'était de plus en plus dans les montagnes. On passait assez facilement au-dessus de 5000 mètres par exemple. Après, je suis passé en Bolivie, du coup, j'ai passé 1 mois et demi en Bolivie. Donc, pareil, ça paraît un peu redondant, mais c'est beaucoup de randonnées, un peu de dépaysement, parce que c'est un pays un peu plus pauvre que le Pérou. Mais, Tout ça, tu le fais tout seul ou t'as des compagnons de voyage? J'alterne pas mal, en fait. C'est vraiment ça, c'est que, on va dire, la base est toujours tout seul, mais assez régulièrement. Comme je disais, j'alternais les moments de voyage et les moments de volontariat. Et quand j'étais en volontariat, souvent, je me faisais des amis dans les auberges, d'autres volontaires et tout ça. Et donc, avec ces autres volontaires, souvent, après, on allait voyager ensemble. On continuait, par exemple, jusqu'à la ville d'à côté, la ville d'après, où on faisait des randonnées ensemble. Donc, finalement, pas mal de rencontres différentes. Et aussi, il y a certaines personnes, par exemple, que j'ai rencontrées en Colombie, et on faisait des randonnées là-bas. Et puis, comme il y a beaucoup de voyageurs qui font un petit peu le même trajet, c'est-à-dire qui descendent les Andes et qui font des randonnées dans le coin, finalement, il y a des personnes que j'ai rencontrées en Colombie, puis après on s'est quittés, puis on s'est retrouvés au Pérou, puis on s'est quittés, puis on s'est retrouvés en Chili. Enfin, voilà, des amitiés du coup qui ont duré sur un an, mais à chaque fois on se voyait par bride. Et donc là aussi, pareil, j'ai fait un peu de volontariat en Pérou, Bolivie. Il y a aussi une chose que j'ai pas précisé, ce serait intéressant de le dire. Et du coup, en fait, au Pérou, donc au bout d'1 an de voyage, j'ai du coup une amie française qui était qui voulait voyager aussi, mais qui voulait pas forcément voyager toute seule. Elle voulait voyager en Amérique du Sud, mais pas toute seule. Et du coup, moi, ça faisait 1 an que je voyageais tout seul. Voilà, j'adorais le voyage tout seul, c'est hyper intéressant, mais je me suis dit, ça me ferait plaisir aussi de découvrir ce que c'est que le voyage à 2 personnes, quoi. C'est-à-dire le fait d'avoir, à l'opposé de ce que je disais avant, où on rencontre plein de gens, mais à chaque fois c'est des gens différents, mais d'avoir une personne avec qui c'est toujours la même. Et donc du coup, au bout d'1 an, cette amie m'a rejoint. Du coup, on a voyagé, tous les mois après, en fait, on a voyagé ensemble à 2. Et on avait toujours un peu le même rythme, à alterner entre aventure, rando et volontariat pour se reposer. Mais l'idée, c'est qu'on le faisait à 2. Et c'était très intéressant aussi de voir cette autre manière de fonctionner. Et après, on s'est hyper bien entendu. Donc, c'était vraiment... ça s'est super bien passé. C'était génial. Donc, ensuite, on allait en Bolivie. Donc, ça, j'ai déjà raconté. Et après le Bolivie, on est descendu en Chili-Argentine, où là... c'est des pays où on fait souvent des allers-retours entre les 2 pays parce que ils sont sur la longueur. En Argentine et notamment, dans ces pays notamment, on était à force de faire tout le temps des randonnées et tout le temps des treks, on était de plus en plus aguerris et de plus en plus
fait aussi pour en faire. On avait aussi l'habitude de savoir quoi prendre à manger pour réussir à faire des randonnées de plusieurs jours. À titre d'exemple, au Pérou, la randonnée la plus longue qu'on ait faite, c'est une randonnée qui a duré 9 jours, où du coup on devait prendre toute notre nourriture. Il y avait quand même un petit truc sur la route on pouvait acheter, mais on avait dû prendre tout ce qui est tente, tout ce qui est sac à dos, tente, nourriture, etc. pour tout le voyage. Et donc en Chili-Argentine, on faisait de plus en plus de treks de 4, 5, 6 jours. Et à chaque fois, ça montait, c'était quand même des randonnées, des treks qui étaient hyper hauts en altitude. C'est-à-dire qu'on pouvait facilement passer au-dessus de 4000, 5000 mètres. Moi, j'avais un peu ce projet aussi pendant mon voyage de réussir à faire un sommet particulièrement haut, quoi. C'était un peu un défi. Donc je m'étais renseigné un petit peu sur les différents sommets qui existaient en Amérique du Sud. Le plus connu d'Amérique du Sud, c'est l'Aconcagua, du coup, qui est la montagne la plus haute d'Amérique du Sud, qui est un peu au-dessus de 7000 mètres. Sauf que en m'étant renseigné, c'était vraiment, je crois que juste pour avoir le permis, pour avoir le droit de monter cette montagne, c'était au-dessus de $800. Donc je me suis dit, ok, c'est pas dans mon budget, donc on va abandonner. Mais par contre, la deuxième montagne la plus haute, qui s'appelle Ojos del Salado, et ben là en fait c'était gratuit pour y aller. Et du coup, de manière peut-être inconsciente, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais aller grimper cette montagne. De la même manière que je faisais toutes mes randonnées, tous mes treks, je suis vraiment parti avec mon sac à dos, tout seul, pas de guide, etc. Juste, je me suis dit, on va essayer. C'était, je pense, une des expériences les plus à la fois dures et les plus dangereuses, et aussi une des expériences la plus magique de ma vie, où du coup c'est donc là on parle d'un sommet qui a à plus de 6800 mètres d'altitude, où donc j'avais pas de guide, mais en fait il y avait plein de gens qui montaient en même temps. Donc certes je prenais des risques, mais c'était pas du tout des risques inconscients, c'est-à-dire qu'en général je me renseignais, je parlais beaucoup avec les locaux, etc. Et j'avais notamment parlé avec des guides qui étaient là avec leur groupe et disaient, ah bah ouais, tu peux essayer, puis au pire il y a des gens, etc. Donc comment ça se passe l'ascension d'un sommet à 6008? J'ai commencé en voiture, où en voiture on peut s'arrêter à peu près à 4000 mètres d'altitude, et ensuite il faut marcher jusqu'au camp bas, qui est à 5200 mètres. Donc là, un bon 10 heures de marche pour arriver au camp bas. L'avantage, c'est que ce sommet, il est dans un désert, donc il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace, il pleut très peu, donc il n'y a pas de glaciaux, quoi. Donc c'est la randonnée qui est très dure parce qu'on est très très haut en altitude, mais ça reste, on va dire, simplement de la randonnée. Il n'y a pas besoin de crampons, il n'y a pas besoin de piolets, etc. Ça reste de la randonnée en très haute altitude, mais de la randonnée. Donc au camp haut, où voilà, on dort, et après en fait, donc de base j'étais énormément acclimaté parce que j'avais passé tous mes mois précédents au Pérou, en Bolivie, où on est très haut en altitude, et notamment en Bolivie, on est sur un plateau en permanence à plus de 3000 mètres d'altitude. Nos poumons s'habituent et on arrive à être beaucoup plus à l'aise en altitude. Enfin, j'ai rencontré d'autres personnes quand je montais en fait pour aller à cette montagne. Je rencontrais des personnes qui descendaient, notamment à cause du mal de l'altitude, et en fait c'est pas mal de gens aussi qui viennent là, par exemple, ils viennent pour 10 jours en se disant, ils viennent pour monter ce sommet. Mais malheureusement, en fait, des fois, quand juste le corps n'accepte pas un peu ne s'acclimate pas bien, et du coup, on peut avoir des mal des montagnes qui peuvent être assez violents quand on va trop vite. Mais comme moi, j'avais du temps, il n'y a pas de souci pour attendre, j'allais doucement, et puis voilà. Donc ensuite, une fois au camp bas, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on monte et on redescend dans la même journée, un petit peu, déjà pour voir le chemin et pour s'acclimater un peu. Donc on monte du camp bas au camp haut. Donc le camp haut qui est à 5800 mètres d'altitude. Donc premier jour, on monte, on descend un petit peu pour voir comment ça se passe. Ensuite, le troisième jour, je suis monté au camp haut et je dors au camp haut pour ensuite se préparer pour l'ascension au lendemain matin. Généralement aussi l'ascension, donc une ascension d'une montagne comme ça, on la fait de nuit, c'est-à-dire qu'on part le matin le plus tôt possible, pour dire de monter et de redescendu on va dire vers midi. Ça permet d'éviter que après en fait si on part trop tard, déjà on rentre tard et ça peut être assez crevant et même dangereux, mais même une fois que le soleil se lève, après le soleil peut faire fondre on va dire la neige et la glace assez haut en montagne, et ça peut causer des risques d'avalanche. Ici il n'y avait pas beaucoup de neige comme je l'ai raconté, mais ça peut quand même poser des risques. Et donc le troisième jour, je tente l'ascension. Donc je dormais avec d'autres personnes au camp haut, hein, mais je tente l'ascension. Donc je pars en pleine nuit à 5h du mat, et puis on s'équipe. Je crois que j'ai jamais eu aussi une nuit où j'ai eu aussi froid de ma vie. Vraiment, je dormais avec, je crois, 5 couches de pantalon, 6 couches de pulls et de t-shirts, avec mon manteau. Et j'avais, évidemment, tous les gens qui venaient étaient équipés pour faire de la haute montagne. Et moi, j'étais venu un peu comme un touriste avec des chaussures de rando. Et c'est limite... ouais, on peut dire que c'est un peu dangereux. Et du coup, je dormais aussi, où je faisais bouillir de l'eau avant de dormir, et je la mettais dans mon duvet pour que ça me réchauffe à l'intérieur. Donc un peu froid, mais ça va, on arrivait à dormir. Et donc, je commence l'ascension, et en fait, la météo est pas hyper bonne, il y a beaucoup de vent,
Et je vois qu'en fait, je suis le seul, en fait, il y a un autre groupe, en fait, qui monte en même temps que moi, sauf que ce groupe fait demi-tour à un moment, donc je me retrouve tout seul. Et arrivé à un moment où j'arrive sur l'arête de la montagne, je me prends le vent en pleine face. Je crois que j'essaie de sortir mon gant pour le mettre, mon gant s'envole. Du coup, je me retrouve tout seul en plein milieu de la nuit sur cette arête. J'ai hyper froid. J'ai le vent en pleine face. Et là, je me suis dit, bon, en vrai, là, si je continue, c'est sûr, je vais mourir. Enfin, il n'y a personne autour de moi. Enfin, c'est hyper dangereux. Du coup, j'ai fait demi-tour. Je suis redescendu pour redormir au camp haut en me disant, j'avais encore un petit jour de rab. Je me dis, bah, je vais retenter le lendemain. Et donc, le lendemain, je me suis mieux équipé. J'ai eu la chance d'être avec d'autres voyageurs qui étaient dans ce camp haut et d'autres qui ont pu me prêter aussi des chaussures et qui m'ont prêté des gants qui étaient plus chauds. Enfin voilà, c'est à la fois la magie et la chance du voyage de rencontrer des gens assez incroyables qui peuvent te prêter des choses comme ça. Et donc le lendemain, j'ai fait la deuxième tentative, pareil en départ de nuit. Et là, incroyable, la météo était bien meilleure, c'est-à-dire que pas de vent, un énorme soleil, aucun nuage. Donc ça veut dire qu'il faisait, voilà, enfin il faisait limite chaud, enfin il faisait chaud, relativement parlant, mais il faisait bon. Quand je montais en plus, il y avait énormément plus de gens qui montaient parce que les conditions météo étaient bonnes, donc je me sentais bien plus en sécurité. Il y avait des gens devant moi, des gens derrière moi, et même si je montais tout seul, et finalement j'étais pas tout seul parce qu'il y avait des gens qui étaient là en cas de problème. Et là, donc, du camp haut qui a 5800 mètres, il faut monter à peu près 1000 mètres pour arriver au sommet qui a 6800. On grimpe, et là, c'est vraiment... on arrive en très haute altitude, à des altitudes vraiment où il y a quasiment très très peu d'oxygène. C'est un des moments les plus intenses de ma vie, où notamment, donc, une fois arrivé sur les deux derniers 100 mètres, enfin les derniers 200 mètres à monter, plus on monte, plus il faut prendre des respirations entre ses pas. Donc par exemple, au-dessus de 5000 mètres, par exemple, souvent on faisait un pas, une respiration, on a besoin de respirer très souvent. Et puis après, on fait un pas de respiration quand on commence à monter, etc. etc. Et là, quasiment au sommet, entre chaque pas, je prenais entre 6 et 7 respirations. Pour donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire que je faisais un pas, et puis on devait respirer 6 fois, genre... Ouais, c'est long ces respirations. Mais c'est ça, c'est vraiment... Et si des fois je me disais... je pouvais pas aller plus vite, quoi. Si je prenais 5 respirations au moins, vraiment, je devais m'arrêter 5 minutes, parce que sinon, c'était... j'étais essoufflé, quoi. J'étais essoufflé. Mais attends, j'hallucine, il y avait 0 guide en fait avec vous? C'est-à-dire qu'il y avait personne qui vous accompagnait dans la montée et qui vous faisait tester l'oxygène, si vous aviez dans le sang, si c'était suffisant, s'il fallait que vous redescendiez ou quoi? Parce que c'est super dangereux. Les gens qui avaient pris des guides, oui, mais moi j'étais venu tout seul, donc j'avais pas de guide. Je dirais que c'était dangereux, mais après c'était un risque maîtrisé. Enfin, c'est-à-dire que j'étais au courant de ce que je faisais, j'étais bien renseigné, et je m'écoutais beaucoup. J'ai jamais eu de mal de tête ou quoi. Parce qu'effectivement, normalement, c'est dès que tu as mal à la tête ou que tu sens un truc, des hallucinations, il faut que tu redescendes le plus vite possible pour éviter les problèmes. Mais moi, j'ai pas eu trop de problèmes, donc tout allait bien. Et après, du coup, arrivé au sommet, les 20 derniers mètres, pareil, qui sont un petit peu un peu de la semi-escalade où on peut s'aider d'une corde. Voilà, les 20 mètres les plus intenses où tu n'arrives plus à respirer. Et j'arrive au sommet, du coup, où voilà, c'était vraiment un mélange de... j'avais envie de pleurer et en même temps, j'arrivais plus à respirer. Et en même temps, j'avais envie de crier tellement j'étais content. Et du coup, j'arrivais plus à rien faire. Je reprenais mon souffle juste. Et je crois que j'ai mis un bon 5-10 minutes pour reprendre mon souffle avant de pouvoir crier vraiment « Ouais, c'est bon, je suis arrivé ». Voilà, c'était absolument génial. Comment il s'appelle ce mont? Il s'appelle le Ojos del Salado. Ojos del Salado, que je recommande si jamais il y en a qui aiment la montagne. Et en fait, c'est assez fou comment le numéro 1, le Aconcagua, tout le monde y va. Et c'est limite trop facile, en fait, parce qu'il y a tellement de monde qui y va que maintenant, en fait... limite les guides portent tout, on peut y aller quasiment avec peu d'entraînement. Et là vraiment j'aimais bien, c'est moi ce que j'aime dans l'aventure et dans le minimalisme, c'est le fait d'avoir, je devais porter toute ma nourriture sur moi, et en fait je suis un peu tout seul, quoi. Je me débrouille, et je peux compter que sur moi-même. Moi j'aime bien cette idée-là. C'est peut-être un peu maso sur les bords, mais j'adore de pouvoir compter que sur moi-même. Et voilà, et c'était oufissime. Et pour dire, effectivement, je dis que c'était génial, mais pour la petite anecdote, j'ai quand même, à cause du froid, du coup, j'avais pas des chaussures et des chaussettes hyper adaptées. J'ai quand même perdu la sensation dans mes doigts de pied pendant à peu près 6 mois, où les nerfs se font brûler à cause du froid, et voilà. Mais c'est revenu. Maintenant, je sens mes doigts de pied, tout va bien. Mais c'est fou, et du coup, comment ça se passe scientifiquement? C'est-à-dire que tu peux perdre la sensation et la retrouver après? Ouais, je pense que les médecins me détesteront en faisant... Mais je dirais que en fait, c'est un peu comme une brûlure, où si tu t'es brûlé au 1er ou 2e degré sur la peau, ça se soigne tout seul, mais ça va prendre quelques jours. Et je dirais que c'est un peu pareil que les nerfs, où j'étais brûlé un peu au 1er, 2e degré... les termes sont complètement fous. J'étais un peu brûlé un petit peu sur les nerfs à cause du froid, mais du coup, ça revient, mais juste c'est beaucoup plus long, parce que ça prend plusieurs mois à revenir.
Et ça t'a pas inquiété, toi, de plus sentir tes doigts de pied? Je suis quand même allé voir un médecin et il m'a dit c'est normal. Donc tout va bien. Donc si les auditeurs veulent faire cette ascension, il faut être bien équipé. Même en général, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Prenez des chaussures et des chaussettes et des gants. Ouais, non, là c'était mon petit côté un peu inconscient, mais c'est un peu mon côté comme ça. Et donc voilà, notamment une anecdote, donc cette anecdote qui était ouf sur mon voyage. Et pour reprendre du coup un peu le déroulé, donc après, avec mon ami, du coup, on a continué à descendre les Andes, Chili-Argentine. Notamment, on est passé ensuite au Chili sur la Carretera Austral, qui est une portion tout au sud du Chili, très peu peuplée. Vraiment, c'est assez magique. Il y a énormément de parcs nationaux, c'est assez bien protégé et du coup plein de choses à visiter, des volcans, plein de randonnées on arrive sur des glaciers, ce genre de choses. On passe dans des endroits où il y a des glaciers immenses, des glaciers de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. C'est assez incroyable de voir ça de ses propres yeux. Donc on a notamment descendu jusqu'à la ville d'El Chaltén où on était parti du coup pour une nouvelle randonnée, donc une randonnée qui durait 5 jours. On était 5-6 à partir, donc moi et mon ami, et il y avait d'autres personnes qui étaient là. Donc on est parti en randonnée 5 jours, donc forcément randonnée sans internet, sans rien. Quand on est revenu des 5 jours de randonnée, et c'est là en fait où on a un peu paniqué parce que du coup on regarde nos téléphones, c'était en fait le moment où le confinement commençait en France. Et nous c'était hyper bizarre parce qu'en fait 5 jours avant qu'on était parti, en fait le Covid de manière générale c'était un peu, on en parlait un peu comme une blague, dans les médias, tout le monde était rassurant, du coup on pensait que c'était un peu une blague. Et là le fait de revenir après 5 jours sans internet et on voyait tous nos amis, nos familles qui disaient non mais là la France elle ferme. On se disait mais qu'est-ce qui se passe, c'était vraiment un peu lunaire, on comprenait pas. Je pense que personne comprenait dans cette période, et nous le fait de se retrouver dans un pays à l'étranger, on était dans une auberge de jeunesse où du coup tout le monde était en panique, on se demandait en fait ce qui allait se passer. En fait à partir du moment où l'Italie et la France a commencé à confiner, il y a pas mal de pays à l'étranger qui ont commencé à faire pareil. C'était assez fou parce qu'en plus comme la France avait confiné avec un passeport français en fait, certaines auberges de jeunesse n'acceptaient plus les Français, donc en fait il y a des gens qui se faisaient même virer de leurs auberges parce qu'ils étaient français, alors même que, moi ça faisait plus d'1 an que j'étais pas allé en France, quoi, c'était un peu fou. D'heure en heure, on apprenait que les pays fermaient leurs frontières. Par exemple, donc, là où on était parti faire une rando, le lendemain on apprend qu'ils ferment le parc national. Par exemple, les guides devaient monter, en fait, aller chercher les gens dans les campings pour leur dire de redescendre. C'était un peu la cohue à la station de bus où tout le monde voulait prendre un bus pour partir absolument. Et nous, on se retrouvait au milieu de tout ça en se disant, mais vraiment, moi, au début, j'étais hyper naïf en me disant, non, mais voilà, c'est bon, c'est un truc en France, en Europe, ils vont faire leur truc, et puis nous, on va pouvoir continuer à voyager tranquillement. Je me dis, tant mieux, nous, on est en Amérique du Sud, c'est bien, on va pouvoir continuer à voyager. Le futur, c'est pas produit comme ça. Et bref, et quand on a commencé à se rendre compte que c'était assez grave et que tous les pays commençaient à fermer leurs frontières, on s'est dit, là, faut qu'on prenne une décision. Donc, on s'est dit, on va essayer de partir en stop pour se rapprocher de Buenos Aires. Au moins, on est près d'une grande ville, au cas où, on savait pas vraiment. Donc, on s'est dit, on va faire ça. C'était une période assez lunaire où en fait on ressentait vraiment le fait d'être français, genre vraiment on se baladait, étant blond du coup, le fait de me balader dans la rue, je me prenais des contrôles de police à chaque coin de rue dès que la police nous voyait, on disait mais vous allez où, etc. Et on arrivait dans un cas où en fait l'Argentine nous obligeait à nous confiner, sauf qu'en fait aucune auberge de jeunesse ou hôtel nous accueillait. Du coup en fait on devait se confiner, sauf qu'on savait pas comment. Par chance du coup en faisant du stop jusqu'à Buenos Aires, on a rencontré un camionneur qui avait accepté de nous prendre. Et même ce camionneur a un contrôle de police, en fait, notamment, on s'est fait arrêter. Quand il a vu qu'on est français, il nous a fait descendre. On a dû passer à l'hôpital pour nous faire Sauf que les tests n'existaient pas à l'époque, donc c'était vraiment des trucs en mode vous avez de la fièvre? Non? Ah ok, vous pouvez partir. Personne comprenait ce qui se passait. Et ce camionneur qui était génial, du coup, c'est que pour passer chaque frontière ensuite entre chaque État en Argentine, il avait accepté de nous cacher dans le coffre de son camion pour qu'on puisse passer, parce qu'en fait, il était en mode, mais si on se fait arrêter comme ça à chaque frontière, il va vous arrêter à chaque fois parce que vous êtes français. Quand ils nous ont arrêtés à 2 avec le camionneur, ils ont dit non, même on s'est dit, oui, ok, nous on veut bien passer à l'hôpital, mais laissez partir le camionneur. Là, il disait non, lui il reste avec nous aussi, s'il est malade, il est en confinement et tout, on était trop mal à l'aise par rapport à lui, il devait rentrer chez lui, voir sa famille. Et donc, non, ce mec, un amour qui nous a du coup caché dans son coffre pour passer les frontières. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu 3 semaines, pas loin de Buenos Aires, où on s'est retrouvé confiné. Quelqu'un qui avait qui nous avait prêté un Airbnb qui ne louait pas. Et donc là, c'était assez dur parce que c'était un petit peu un voyage, on va dire. Du coup, ça faisait 1 an et demi que j'étais parti à peu près. Et c'était un voyage en fait qui s'est un peu arrêté beaucoup trop vite, quoi. C'est-à-dire que donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon projet après c'était à partir du Brésil, c'était de repartir en Afrique et de remonter. Moi, j'adorais le stop, je voulais absolument continuer en stop. Et le fait de devoir rentrer de manière
subi, quoi. C'était assez dur, donc voilà, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on allait faire, sur ce que j'allais faire, et du coup, donc j'ai pris la décision finalement de rentrer en avion. J'aurais pu techniquement rester, mais rester, ça voulait dire en fait déjà de ne pas savoir combien de temps j'allais rester. Ça voulait dire en fait d'attendre minimum, je pense, 3-4 mois avant que les choses se libèrent un peu et de pouvoir recontinuer à faire du stop. Et moi qui notamment mettais vraiment un point d'honneur sur le fait de faire du stop pendant ce voyage, et en fait c'était juste plus possible. Enfin, en fait, les gens prenaient plus en stop, quoi, à cause du Covid et le fait de tout simplement d'être blond. Forcément, ils avaient peur du virus et tout ça. C'était un peu un peu un déchirement, le fait de rentrer en avion, pour la raison que j'avais mis tellement de temps à arriver en Amérique du Sud. Comme j'ai dit, j'ai mis 7 mois à arriver en Amérique du Sud, avec plein de péripéties, des aventures de ouf en bateau, des rencontres incroyables. Et le retour, en fait, je suis rentré dans un avion et 12 heures plus tard, j'étais en France, quoi. C'était vraiment nul, quoi. Enfin, t'as même pas le temps de devoir arriver. 12 heures plus tard, t'es en France et t'es en mode, ok, c'est nul. Voilà. Très, très brutal, ce retour en France. C'était en avril 2020, pendant le confinement. Et qu'est-ce que tu ressens du coup une fois rentré, retourné chez toi? Il y a une sensation de gâchis, de déception, d'être parti trop tôt, on t'est forcé la main, et en plus, qu'est-ce que tu te dis que tu vas faire du coup? Alors ouais, un sentiment de déception, surtout parce que c'était pas vraiment choisi. Enfin bon, certes, j'ai choisi de rentrer, j'aurais pu choisir de rester, mais bon, c'était un choix relatif. Après, je m'estime quand même chanceux, parce que ça faisait 1 an et demi que je voyageais. Malgré tout, même si j'adorais le voyage, et en fait, ça nous manque quand même d'avoir son petit chez-soi, d'avoir une habitude. Souvent, un truc que je rêvais, c'était pouvoir avoir un bac à linge sale, c'est-à-dire de simplement pouvoir laisser mes affaires sales et me dire je les lave la semaine prochaine. Ou quand j'avais un petit sac à dos, je devais laver vraiment mes affaires tous les jours pour en avoir des propres. Donc voilà, si vous voulez savoir, je rêvais d'un bac à linge sale, c'est fou. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je suis rentré, c'était triste, mais je suis quand même rentré en me disant, bon, voilà, je rentre et je vais changer, je vais construire quelque chose en France. Là où j'ai rencontré des gens, notamment, je crois que ce couple, franchement, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais donc quand on a appris que la France se confinait, on était dans l'auberge de jeunesse et on a vu un couple de Français qui arrivaient. Ils étaient là trop contents, en mode yes, on est passé tout juste à la frontière, trop bien. Et ils nous racontaient que du coup, ils avaient économisé pendant 6 mois, enfin, ils avaient économisé de leur travail. Ils avaient tous les deux démissionné. Ils avaient pris 6 mois ou 1 an d'année sabbatique. Et ils étaient en mode yes, trop bien, on va pouvoir commencer le voyage. On est passé tout juste à la frontière. Et en fait, 2 semaines plus tard, on les a vus dans l'avion pour rentrer en France, quoi. Et là, je pense que typiquement rentrer à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus dur, parce que t'as même pas eu le temps de profiter. En plus, tu te retrouves où t'as démissionné, c'est hyper dur pour retrouver un taf. Enfin, là, je pense que pour eux, ça a dû être beaucoup plus dur. Moi, je l'ai pas trop mal vécu, du moins dans un premier temps. Finalement, assez rapidement, en rentrant, s'il y avait bien un petit truc qui me frustrait pendant mon voyage quand même, c'était le fait de pas forcément me sentir utile. Et je me suis dit que je voulais un peu peut-être commencer à travailler, commencer à avoir un travail qui pouvait avoir un impact, ou ce genre de choses. Pour expliquer un peu le projet de mon voyage, moi j'étais vraiment parti avec l'idée de faire un voyage. Moi, voilà, l'idée c'était vraiment l'aventure, le fait de faire du stop, etc. Le choix de faire un voyage en stop sans prendre l'avion, c'était vraiment d'abord pour le côté aventure, mais forcément, il y avait un petit côté écologique, mais qui était plutôt secondaire en fait quand j'ai commencé. C'était en mode, oui, c'est cool que je prenne pas l'avion, mais c'était pas, en premier instant, c'était pas pour une raison écologique. Ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, moi, j'ai littéralement découvert le voyage quand j'ai arrêté de prendre l'avion, quoi. Enfin, c'est vraiment en arrêtant d'utiliser ce moyen de transport que j'ai découvert ce que c'était que le vrai voyage, ce que c'était que la vraie aventure. Là où, comme je l'ai raconté, en fait, le fait d'entrer dans un avion et de 2 heures plus tard se trouver au bout de la planète, pour moi, c'est pas un voyage, c'est voilà, c'est un peu du tourisme. En tout cas, moi, je me reconnais pas là-dedans, quoi. Et donc, il y avait ce côté écologique qui était secondaire, mais qui était quand même présent, et au fur et à mesure, qui s'est un peu renforcé en fait pendant le voyage. Il y avait, comme je l'ai raconté, le côté minimalisme en fait, où naturellement, quand tu vas beaucoup dans la nature, que tu dois tout porter sur ton dos, tu fais vachement attention à ce que tu portes. Aussi, forcément, quand tu vois des paysages assez impressionnants, tu te sens un peu plus proche quand même de la nature. Et aussi, paradoxalement, il y a beaucoup de personnes beaucoup de voyageurs en fait, qui sont assez intéressés par les sujets environnementaux. J'avais notamment commencé en fait à être végétarien, plutôt flexitarien pendant mon voyage.
j'avais commencé à réduire ma consommation de viande pour la simple et bonne raison que à un moment, j'étais en auberge, du coup, je faisais un volontariat en auberge avec d'autres voyageurs. Et il y en a d'autres qui mangeaient pas de viande. Et du coup, je me suis dit, bah, allez-y, je vais faire comme vous, quoi. Et en fait, on a fait 2 semaines. Et au bout des 2 semaines, je me suis dit, bah, en fait, c'est hyper facile de pas manger de viande, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais continuer. Et du coup, j'ai un peu continué. Mais c'est vraiment ça, c'est que j'étais quand même un peu engagé dans l'écologie où bah, je prenais pas l'avion, j'étais assez minimaliste, je mangeais pas ou peu de viande. Mais en fait, c'était pas vraiment, j'avais pas vraiment les ordres de grandeur en tête et je le faisais plus parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. En rentrant, je me suis dit, bah, ok, c'est bien de faire mon truc dans mon coin. Bon, certes, j'avais un blog sur lequel je partageais un petit peu ce que je faisais, mais bon, j'avais pas une grande audience, donc je me suis dit que j'avais envie d'avoir un peu plus d'impact en commençant du coup à chercher un travail un peu avec ce rapport à l'environnement. Et donc là-dessus, j'ai commencé à chercher un petit peu à me former et j'ai notamment, ça c'était on va dire, c'était peut-être un autre de mes instants T d'une vraie prise de conscience, c'est que j'ai participé à un atelier de la fresque du climat, qui est donc un atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques. Et là, pour moi, c'était vraiment une claque. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui ai fait une école d'ingénieur, qui aime beaucoup les chiffres, qui suis très scientifique, dans cet atelier, on voit un petit peu voilà, les causes et les conséquences du changement climatique et on voit quelques ordres de grandeur sur ce qui fait qu'on pollue ou pas. Et là, c'était vraiment une claque parce que certes, donc comme je disais, j'étais un peu engagé, mais j'avais aucun ordre de grandeur sur en fait, pourquoi l'aviation ça polluait, pourquoi le fait de manger de la viande ça polluait, etc. Et le fait d'avoir tous ces chiffres, j'étais en mode, mais waouh, enfin en fait là, vraiment, je découvrais un monde, j'étais en mode, mais comment on a pu me cacher ça pendant tout ce temps, quoi. Et à partir de ce moment-là, je suis un peu rentré dans une phase où c'était un peu le seul sujet qui avait d'importance. Comment c'est possible que je sois passé à côté de ça? Je suis un peu rentré dans une boulimie d'informations où je me suis mis à me renseigner énormément sur le sujet et avec l'intention vraiment de me dire, il faut absolument que je trouve un travail ou autre chose, quoi, ou que je m'engage en fait pour avoir un impact là-dessus, quoi. J'avais la chance du coup d'habiter chez mes parents en rentrant de voyage, donc ce qui fait que je pouvais prendre du temps pour trouver un travail, mais c'était assez dur parce que j'étais tiraillé entre une partie de moi où en fait je voulais absolument m'engager et faire des choses, et une autre où on était dans la période du Covid où en fait c'était impossible à la fois c'est dur de trouver du travail et à la fois l'engagement associatif c'était assez dur aussi parce que en fait, le présentiel était hyper dur et c'était dur de s'engager concrètement dans des associations. J'avais notamment regardé une association que je connaissais qui s'appelait Extinction Rebellion. Et Extinction Rebellion, bah, en fait, pendant le confinement, n'ont pas fait trop d'actions. Du coup, je ne pouvais pas trop m'engager là-dedans. Donc, je me suis pas mal intéressé justement à comment je pouvais être utile. Et c'est avec la fresque du climat, donc l'association de la fresque du climat, où ça m'a un petit peu sorti dans cette phase un peu de boulimie d'information. Je me sentais un peu désemparé parce qu'en fait, on apprend énormément de choses. Et en fait, je me dis, mais merde, personne d'autre n'est au courant. Enfin, je sentais un petit peu de plus en plus le décalage qui se creusait en fait entre moi et ma famille ou entre moi et mes potes. Déjà, pour la raison que j'ai quand même vécu 1 an et demi en voyage, donc il y a ce décalage qui était forcément très présent. Et en plus, avec cette prise de conscience écologique qui arrivait derrière, vraiment, c'était une période un peu d'éco-anxiété où je me sentais un peu vraiment en décalage avec tous mes proches. Et ce qui m'a un peu permis de m'en sortir, c'est vraiment l'engagement. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'engager donc avec l'association de la fresque du climat où en fait c'était facile d'organiser des événements en ligne, enfin des ateliers en ligne pendant le confinement. Donc en fait, le fait d'en organiser, je me sentais utile. Puis de s'engager dans une association, il y a d'autres personnes qui s'engagent là-dedans, ça permet d'avoir des discussions avec des autres personnes et en fait se dire, mais en fait, ouais, on n'est pas tout seul et en fait, on voit d'autres personnes. Et donc là-dessus, ça m'a permis pas mal, on va dire, de sortir un petit peu de cette éco-anxiété, ou pas forcément de sortir de cette éco-anxiété, mais du moins de plus se sentir seul, de pouvoir discuter avec d'autres gens et de partager nos émotions. Et ça, c'était hyper fort là-dedans. Coup, après pas mal d'engagement et tout ça, aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à concilier un peu toutes mes envies. Donc je travaille aujourd'hui dans l'association de la fresque du climat. Et je trouve ça marrant avec le recul, en fait, de me rendre compte que ce voyage, je le considère aujourd'hui comme un voyage écologique, mais je pense vraiment pas qu'à l'époque c'en était un. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ça, vraiment, moi, moi, je veux vivre une aventure assez incroyable. J'aime incarner et j'espère que d'autres personnes se reconnaissent là-dedans. C'est qu'en fait, on parle souvent de sobriété ou par exemple, de ne pas utiliser l'avion et on peut trouver ça un petit peu punitif ou un peu dommage. Mais moi, vraiment, de mon expérience, c'est justement depuis que j'ai une vie plus minimaliste, plus sobre, que j'ai arrêté de prendre l'avion, que j'ai vraiment découvert des choses incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vivre des aventures de ouf, tout en étant finalement sobre, sans émettre trop de gaz à effet de serre, notamment avec l'aviation. Et ouais, c'est vraiment un truc que j'ai vécu.
Et avec le recul, je suis content d'avoir vécu ce genre de choses. Et ouais. Tu vois, toi, quand tu es parti en voyage, en tout cas, l'idée que tu avais dans ta tête, c'était vraiment de pouvoir compter que sur toi-même, de partir avec le minimum de choses et finalement pour vivre de manière intense comme tu l'avais pu le vivre avec ton premier voyage. Et qu'est-ce que finalement tout ça a rapport avec l'écologie sans que tu aies pu l'imaginer dès le départ? Là, je dirais plus, en tirant un petit peu, on pourrait dire que ça s'apparente plus par rapport à l'écologie intérieure, qui est plutôt sur le fait de. Pendant mon voyage, le fait de voyager seul, j'ai pu faire énormément d'introspection, le fait d'apprendre à me connaître mieux moi-même, de me reconnecter à mes émotions aussi. On pourrait aussi parler le rapport à la nature, à l'environnement, mais de manière générale à tout l'environnement extérieur. Ce que j'entends par là, c'est que quand on dépend finalement qu'on dort et qu'on dépend de la météo, qu'on dépend de la pluie, qu'on dépend du soleil, je sais pas, je dirais on devient peut-être satisfait plus facilement en fait. On se contente pas. Ça rejoint le minimalisme, mais le fait que en fait, ce qui me rend heureux, plutôt je vais parler en mon jeu, ce qui me rend heureux, c'est vraiment des petites choses simples, c'est rencontrer des gens, c'est le fait de mieux me connaître fait que je sais peut-être plus facilement ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai pas besoin. J'avais pas besoin on va dire, d'avoir énormément d'argent ou d'être très matérialiste ou d'avoir, je sais pas, des grosses voitures ou de prendre j'en sais rien j'ai pas besoin de tout ça effectivement pour vivre des trucs intenses et pour être heureux et pour c'est peut-être là-dessus effectivement où ça reste sur la simplicité en fait, la simplicité là-dessus. Donc du coup maintenant effectivement on peut dire que j'ai pas mal changé entre mon voyage et aujourd'hui où je vis à Paris. J'ai un CDI à Paris, ça peut paraître monotone, mais pour moi ça reste un peu une certaine forme d'aventure, le fait d'aller dans une ville que je ne connaissais pas, le fait de faire un travail que je ne connaissais pas, ça reste une aventure et de manière générale on peut vivre des aventures un peu tous les jours, le week-end, aller dans des lieux différents à chaque fois, ça reste en fait des micro-aventures et je pense que faut aussi réussir à se contenter ou plutôt s'émerveiller en fait devant ces micro-aventures qu'on peut vivre plutôt que de forcément vouloir partir à l'autre bout du monde, surtout on va dire de manière moi qui travaille dans l'écologie et qui suis assez concerné par les enjeux climatiques, on peut vivre des aventures de ouf ou des voyages incroyables sans forcément que ça soit très carboné en prenant l'avion notamment. Et toi aujourd'hui justement tu as l'envie de repartir en voyage minimaliste, tu as des projets comme ça ou pas? Ouais, alors c'est sûr que je vais repartir en voyage dans le futur. Alors après, pas forcément tout de suite, parce que là, dans mon travail, j'adore vraiment ce que je fais, j'ai l'impression d'être vraiment utile. Mais ouais, moi j'aimerais bien, effectivement, le prochain voyage que je vois, ce serait plutôt de partir dans l'autre sens, du coup, peut-être avec, je sais pas, prendre le transsibérien ou aller vers l'Asie, etc. Et par contre, donc ça sera toujours un mélange de train, de vélo, peut-être de stop sûrement. Il y aura sûrement du stop. Je ferai sûrement, par exemple cet atelier de la fresque du climat, du coup, je parle beaucoup de la fresque, qui est un atelier qui est facilement transportable et qu'on peut faire un peu partout dans le monde. J'organiserai ce voyage autour du fait d'organiser soit des conférences, soit des ateliers justement un peu de sensibilisation pour aussi permettre de encore plus concilier toujours l'aventure, mais de concilier en plus le côté écologique en sensibilisant les autres. Ça, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer et je pense qu'il peut être hyper cool à faire. Super. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un conseil à transmettre aux personnes qui peut-être aimeraient se lancer comme toi, qui ont vu Nu et culotté et qui sont fans? Par où est-ce qu'il faut commencer? Donc si j'ai un conseil à donner qui est sûrement très bateau, mais c'est juste, lancez-vous. Lancez-vous, si vous avez peur un peu de vous lancer, n'hésitez pas, il y a énormément de documentaires ou de personnes qui ont fait des voyages de ce style-là qui peuvent vous inspirer, je pense à Nu et culotté, on parlait tout à l'heure de J'irai dormir chez vous, participer à une Mad Jack par exemple pour voir un petit peu, et en fait allez-y petit à petit. Je sais que moi par exemple le stop, je suis pas parti du jour au lendemain en faisant un voyage en stop de 1 an et demi. Avant, pour m'entraîner, je faisais du stop sur un week-end, je demandais par exemple à des potes qui avaient déjà fait du stop de venir avec moi, ce genre de choses. Juste lancez-vous, demandez des conseils à des amis pour vous accompagner si vous ne vous sentez pas à l'aise. Et je dirais en particulier pour les femmes qui veulent voyager seules, parce que c'est vrai que ça peut être une question. Moi, j'ai rencontré énormément
Bon, déjà, je tiens à préciser que c'est hyper facile à dire ça de ma position d'homme, de dire allez-y, lancez-vous, c'est facile. Donc, je vais plutôt dire que j'ai rencontré beaucoup d'amis femmes du coup qui voyageaient donc j'ai rencontré beaucoup en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et tout ça. Forcément, ça demande une préparation un peu différente et d'être peut-être un peu plus fort de caractère ou de se préparer un peu mieux. Mais voilà, c'est largement possible. Enfin, j'ai des dizaines d'amis qui ont traversé l'Atlantique en voilier aussi toutes seules, enfin qui ont des femmes qui ont voyagé seules et qui ont traversé l'Atlantique, sur lequel ça s'est bien passé. Là-dessus aussi, sur ce conseil, moi je dirais regardez des conférences de femmes voyageuses. Il y en a beaucoup. Il y en a une que je connais, enfin je la connais pas personnellement, mais une qui s'appelle l'Aventurière Fauchée qui raconte un petit peu ses voyages. Voilà, il y a plein de femmes voyageuses qui racontent leur expérience en tant que femme et ça peut rassurer de le faire. Et voilà, commencer petit à petit, d'abord avec des amis, puis après, si on sent de voyager seul, faut pas hésiter. Mais juste de se dire que c'est pas si compliqué. C'est une fois qu'on a envie d'un truc, on se donne les moyens et ça le fait. Je sais pas si c'est forcément la dernière phrase que je suis en train de me dire, c'est pas forcément pour finir parce que c'est un peu nul comme truc. Donc attends, je vais juste changer à la fin. Vas-y, fais-moi une belle phrase de fin. C'est nul. C'est trop dur. La phrase qui résumerait mon voyage et que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je la redis, c'est que vraiment, moi, j'ai vraiment commencé à découvrir le voyage le jour où j'ai arrêté de prendre l'avion. Et voilà, j'aimerais que ce soit un peu plus dans l'imaginaire des gens que de penser que partir dans la Creuse, par exemple, c'est du voyage. Super. Écoute, merci beaucoup pour le partage de ton histoire, de tes aventures et de tes réflexions qui sont super intéressantes et qui, j'espère, donneront envie aux gens de se lancer et d'arrêter de se dire qu'il nous manque plein de choses pour voyager. Non, en fait, on a besoin de finalement vraiment pas grand-chose. C'est ça. Merci à toi pour l'invitation. Et si c'est des personnes qui sont intéressées parmi les auditeurs et les auditrices, ils peuvent aussi me contacter. S'ils ont plus de questions sur un projet perso, je serai ravi de répondre aux questions. Super, écoute, je partagerai un de tes contacts en description du podcast. Merci à toi. Merci, salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Et merci à François pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous avez une histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre un épisode ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instant T Podcast et à bientôt pour le prochain épisode.